entre plusieurs organismes agricoles, chambres, contrôle laitier, CER, avec une animation IDEL et puis une participation aussi d'AgroSup Dijon. Voilà, donc c'est un projet qui est financé par, entre autres, notamment la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez tous les partenaires en bas du diaporama sur la page de garde. Alors l'objectif des travaux menés dans Caplet, c'était de fournir des connaissances et des références pour outiller les conseillers, donc plutôt pour les conseillers notamment en élevage, avec l'idée d'optimiser le fonctionnement des exploitations. Et on est sur un champ polyculture élevage, lait, sur la région BFC. Alors, donc on démarre ce webinaire, cette phase, en fait, c'est une série de 3 webinaires qui vont avoir lieu. Donc là, on a le webinaire sur le travail qu'on va enchaîner tout de suite. Et puis, vous avez aussi la possibilité de vous connecter pour 2 autres webinaires. Donc, vous avez reçu les liens de connexion sur Grand Troupeau et système d'alimentation. Donc aujourd'hui, on vous parle travail dans les grands collectifs, en sachant qu'on a aussi d'autres études en cours qui peut-être qui feront l'objet d'autres présentations dans l'année ou l'année prochaine sur le changement climatique et sur les systèmes robots. Alors, pour aujourd'hui, la présentation va se dérouler en 4 phases. Je vais vous présenter les résultats d'un projet qui a eu lieu entre 2015 et 2019, c'est le projet ORG sur le travail, un projet national. Ensuite, on redescendra au niveau régional avec une étude grande région qui a été faite par des étudiantes AgroSup. Donc là, c'est Marie-Christine Pioche que vous devez voir qui le présentera. Et ensuite, Audrey Lardereau vous présentera les résultats d'une enquête réseau d'élevage qui a été faite à l'échelle de la Franche-Comté. Et puis Marie-Christine reprendra la parole en fin de présentation pour nous parler d'outils web travail qui ont été développés par APCA et IDEL. Voilà, donc on va démarrer par le CASDAR org. Oui, ce que j'ai pas dit, ce qu'on dit aussi, c'est que vous avez la possibilité donc de poser des questions dans le chat qui est à droite de votre écran, normalement. Et l'ensemble, on vous demande de pas, voilà, vous pouvez pas intervenir pendant la présentation. Par contre, à la fin de chacune des phases, vous aurez l'occasion, on va collecter vos questions et il y aura un modérateur parmi les animateurs entre nous qui posera les questions en fin de présentation. Donc, n'hésitez pas à vous servir du chat pour pouvoir poser les questions qui vous viennent au fur et à mesure de la présentation. Alors, je commence par la partie CASDAR.org. Alors, le CASDAR.org, c'est un projet qui a eu lieu sur 4 ans, de 2015 à 2019, qui était vraiment basé sur l'organisation du travail dans les grands collectifs d'exploitation laitière française. Il y avait aussi un volet anglais, mais là, on va se focaliser sur la partie française dans le cadre de la France de l'après-quota. Et il s'agissait de regarder la durabilité sociale et la transmissibilité de ces nouvelles formes d'exploitation. Donc, le contexte de suppression des quotas et de libéralisation du marché a fortement marqué en fait la filière laitière française avec une évolution rapide des structures. Et on a constaté 3 éléments importants. C'est l'agrandissement des troupeaux, avec 15% des exploitations en 2018 qui faisaient plus de 100 vaches. L'émergence de nouveaux collectifs, notamment avec l'arrivée du salariat de façon massive. Et puis, ce qu'on constate aussi, c'est le fort développement de la robotisation des élevages. En 2018, pareil, plus de 10% des élevages en lait standard étaient sur des systèmes robots. Alors, on peut se poser du coup la question de la durabilité de ces systèmes, notamment par rapport à la qualité de vie, et puis quelle capacité à transmettre dans des exploitations qui font plus de 100 vaches, par exemple. Alors,
Première slide, donc c'était juste pour sur l'agrandissement des troupeaux pour illustrer cette évolution au niveau lait. Vous voyez qu'en 2005, on avait à peine 5% des vaches qui étaient dans des étables à plus de 100 vaches, et qu'en 2018, cette proportion est passée à plus de 30%. Donc pratiquement une vache sur trois en système lait standard, maintenant fait partie d'un collectif de plus de 100 vaches, et ça représente 15% des exploitations, comme je disais tout à l'heure. Alors, comment se caractérisent ces nouveaux systèmes, ces grands collectifs? Alors, l'étude projet Org, donc vous avez une carte de la France en bas, vous voyez, c'est un peu la France laitière d'aujourd'hui, et vous avez eu des enquêtes qui se sont déroulées sur une typologie qui a été créée avec des petits collectifs à forte productivité, des grands collectifs avec salariat et des grands collectifs de type associatif. Voilà, répartis sur la France. Donc, vous voyez, au total, il y a eu une cinquantaine d'enquêtes qui ont été réalisées, réparties entre ces trois groupes. Ce qu'on peut dire, c'est que le petit collectif, c'est type une ERL familiale, avec deux chefs d'exploitation, un petit bout de salariat. Le grand collectif avec salariat, c'est un chef d'exploitation, à peine plus, et surtout avec plus de 3 salariés. Et on est à 5 unités de main-d'œuvre au total. Et puis, le grand collectif associatif, eh ben, c'est surtout, en fait, des associés et qui sont plutôt des GAEC entre tiers avec peu de salariat. Si on va un petit peu plus loin sur la description de ces trois types, on va voir que au niveau du petit collectif à forte productivité, vous voyez, on a une forte productivité de la main-d'œuvre sur le lait. On est à 583 par UMO, 1000 litres de lait par UMO, pardon, quand les autres sont à 371 ou 446 1000 litres par UMO. Voilà. Ce qu'on peut aussi voir sur cette diapo, c'est un petit peu le taux de spécialisation laitière. Le grand collectif avec salariat est vraiment spécialisé sur de la production laitière, alors que le grand collectif associatif, plutôt GAEC entre tiers, va avoir un peu plus de diversité, avec un peu de viande et puis un peu plus de culture. Il y a une centaine d'hectares de culture. Hein, vous le voyez sur la SAU, par rapport à la SFP, on a à peu près une centaine d'hectares de grandes cultures de vente, quand les autres sont plutôt à une cinquantaine d'hectares. Et puis vous voyez au niveau du litrage aussi que sur le petit collectif à forte productivité, on a 700 000 litres de lait, tandis que les deux autres grands collectifs, on est à 500 000 litres de plus, autour d'1 200 000 litres de lait. Voilà pour cette diapo. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail des temps de travaux d'un point de vue quantitatif, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous avez aussi une colonne totale qui regroupe la moyenne de l'ensemble des trois types. Donc vous voyez que les petits collectifs à forte productivité gèrent plus de vaches par UMO, 63 vaches par unité de main-d'œuvre affectée au lait, quand le grand collectif avec salariat n'en gère que 42. Il y en a un petit peu, et puis 47 pour le grand collectif associatif. Quand on passe au nombre d'heures passées par UMO lait, qu'on va rémunérer, et ben vous voyez que pour les petits collectifs, donc type ERL familial, on est à 3500 heures par an, quand on n'est qu'à 2005 pour le grand collectif avec le salariat, donc pour le chef d'exploitation, finalement, qui gère les salariés. Et puis on est à 2008 pour le grand collectif, ce qui fait 3000 en moyenne.
Ensuite, on voit aussi que sur les heures passées par 1000 litres produits, alors peut-être on peut regarder les heures par vache. On voit que c'est la même chose, on est à 60 heures par vache dans les trois cas, mais comme le petit collectif à forte productivité fait plus de lait, et plus de lait par vache, on a moins d'heures finalement passées par 1000 litres produits, et celui qui est le plus en retrait, finalement, c'est le grand collectif avec salariat. Voilà. Et au final, donc par UGB, si on regarde sur l'ensemble du troupeau, c'est quand même encore une fois le petit collectif à forte productivité qui s'en sort le mieux, et c'est le grand collectif avec salariat qui s'en sort le moins bien. Alors, une autre info intéressante en dessous, donc là on a regardé des moyennes, mais on peut aussi regarder chacun des résultats. Donc là vous voyez que ça va de 2140 heures annuelles jusqu'à plus de 4000 heures annuelles sur les différentes exploitations enquêtées. Avec la moyenne donc à 3000, c'est le point bleu qui est au milieu. Alors, on peut se dire que par exemple pour le petit collectif qui est à 3500 heures de moyenne, et ben 3500 heures de moyenne, on n'est pas loin de 10 heures par jour. Si on ramène ça à 365 jours, hein, on doit être à 9,5. Et vous voyez qu'il y en a quand même qui sont à plus de 4000 heures. Donc là, c'est en rouge, on peut quand même se poser la question peut-être de la fatigue, de la pénibilité, du temps passé qui doit peser. Et puis quand au contraire sur le grand collectif où on est à 2500 heures, 2500 heures, on est plus dans le vert, c'est peut-être plus supportable. Alors justement, on va venir sur les aspects qualitatifs. Donc là, vous avez deux graphiques. On va commencer par celui de droite, sur le nombre, en fait, c'est le nombre de jours libres par an et par associé, et le niveau de satisfaction des conditions de travail. Donc là, vous voyez que le nombre de jours de congés cumulés, le nombre de jours de week-end par an, plus on en a, plus donc si on passe à gauche, la diapo de gauche, et que de nouveau trois types, on voit que finalement c'est le grand collectif avec salariat, où on a un chef d'exploitation avec des salariés qui dont les gens sont le moins satisfaits. On a 50% d'insatisfaction. Bon, il y a aussi 50% de satisfaction, mais quand même à noter 50% d'insatisfaction. Voilà. Et puis le petit collectif à forte productivité, où on a aussi 30% d'insatisfaction. Et à noter, par contre, que le grand collectif, les gens semblent plus satisfaits de leurs conditions de travail. Alors, on peut se poser après, évidemment, poser des hypothèses. Hein. Est-ce que le système avec salariat, finalement, pour le chef d'exploitation qui doit gérer 3-4 salariés, est-ce que c'est pas un peu compliqué ? Est-ce que ça lui permet de se dégager suffisamment de temps libre pour se faire remplacer? C'est peut-être aussi vrai d'ailleurs pour le petit collectif qui repose sur, par exemple, un modèle couple. Et puis, il y a aussi toute la charge mentale, hein, quand on doit gérer seul des salariés, qui doit peut-être induire une insatisfaction. Alors, le CASDARORG, il a permis aussi de caractériser un certain nombre de difficultés qui étaient rencontrées avec deux thématiques, donc avec un enjeu fort repéré autour du salariat, puis un enjeu fort aussi repéré autour des grands collectifs. Donc, au niveau du salariat, vous voyez en bleu les difficultés qui ont été identifiées, et puis en vert, jaune-vert, c'était les solutions qui ont été identifiées aussi et qu'on peut amener. Donc, au niveau des difficultés de management rencontrées, il y avait déjà la phase de recrutement, il y avait le relationnel, il y avait la fidélisation des salariés, et puis l'organisation du travail. Donc, sur le recrutement, les solutions qui étaient à mettre en avant, c'était d'avoir la vision la plus claire possible du poste qu'on va proposer. Sur le côté relationnel, c'était essayer d'amener de la souplesse, déléguer des tâches,
donner des responsabilités, essayer de mettre en confiance les salariés, et puis avoir au maximum des consignes claires, voilà, peut-être aussi des outils sur la ferme pour que la communication entre les chefs d'exploitation ou les chefs d'exploitation passe bien vis-à-vis des salariés. Et puis être à l'écoute aussi des besoins. Sur la fidélisation des salariés, pour éviter le turnover, les clés, c'était peut-être d'apporter de la responsabilité, responsabiliser les salariés, les amener, leur permettre de se former, et puis leur donner de l'autonomie. Voilà, c'est ce qui était repéré. Et puis sur l'organisation du travail, voilà, bien planifier, hiérarchiser les tâches, et puis les partager quand il y a plusieurs salariés, pour que ce soit le plus clair possible. Maintenant, il y a les enjeux autour des grands collectifs. Donc là, on est type GAEC entre tiers. Alors, on a repéré des enjeux autour de l'organisation du travail, de la transmission, et puis des stratégies au niveau de la conduite de l'exploitation. Alors là, c'est pareil, on va retrouver en vert un peu les solutions proposées ou qui ont été identifiées. Donc sur l'organisation du travail, c'est pas forcément tranché, mais est-ce qu'il faut mettre en place des procédures écrites, des réunions en début de semaine, voilà, il y a du pour et du contre. Est-ce qu'il faut spécialiser des personnes, des chefs d'exploitation sur telle ou telle tâche, ou au contraire que tout le monde soit polyvalent pour pouvoir se remplacer? Il y a des avantages et des inconvénients dans chacune des solutions repérées. Par rapport à la transmission, ça c'est un vrai problème qu'on rencontre dans nos régions, et puis partout en France visiblement. Les clés, c'est peut-être vraiment d'anticiper les mouvements d'associés, parce qu'il faut parfois plusieurs années pour trouver dans ces grands collectifs des remplaçants. Il faut peut-être passer par la case salariat, apprenti, pour pouvoir rencontrer des personnes qui vont se reconnaître dans ce collectif et pouvoir l'intégrer. Et puis, il ne faut pas oublier non plus toute la gestion des baux. Est-ce que les baux sont au nom du GAEC? Est-ce que les baux sont à titre personnel? Et donc, dans la transmission, ça peut avoir des conséquences. Et puis, comment on laisse ou pas partir les comptes courants associés, qui peuvent aussi être des freins à l'arrivée de nouveaux associés. Quand il faut payer 300 000 € de compte courant à un tiers et qu'il faut s'endetter pour ça, c'est quand même pas facile. Au niveau des stratégies, on peut interroger sur la place et le rôle de chacun des membres du GAEC. Et puis, quelles sont les directions, comment sont partagées les décisions sur la direction à prendre par rapport aux investissements, au type de production, aux différents ateliers qu'on veut faire, ou si on veut, par exemple, évoluer sur un projet méta, du photovoltaïque. Voilà, comment on prend les décisions ensemble. Tout l'enjeu, en fait, c'est de professionnaliser la gestion des ressources humaines et d'arriver à faire société. C'est vraiment un défi, en respectant les particularités de chacun, mais tout en formant un collectif. Et on voit aussi que c'était sur ces grands collectifs qu'on avait le plus de satisfaction, finalement, quand ça fonctionne au niveau de l'entente. Voilà, moi j'ai fini sur la partie org. Donc, voilà, s'il y a des questions, j'ai pas fait attention, mais je veux bien y répondre. Audrey, je te laisse la parole. Oui, il y a une question de Pierre-Emmanuel Belot sur la durabilité. Donc, quelle durabilité pour des élevages avec 10 heures de travail d'astreinte par jour? Comment réduire cette astreinte pour conserver des élevages laitiers avec des conditions sociales acceptables? Il y a ce que tu as dit il y a quelques slides précédemment. Tout à fait. Bon, voilà, donc je pense que c'est une question PEB. Pierre-Emmanuel lance une question qui est une question ouverte, évidemment. Les réponses sont... Enfin voilà, c'est comment on fait justement pour peut-être ne pas en arriver là. Parce qu'effectivement, la durabilité, elle risque d'être... ça risque de pas durer autant que se faire de travailler 10 heures par jour tous les jours de l'année, quoi. Okay, sinon, on a une autre question sur si les salariés sont autonomes et réalisent de nombreuses heures, comment gérer les salariés en autonomie? Bon, alors je vais dire tout de suite que je suis pas spécialiste de je ne suis pas spécialiste de la main-d'œuvre au niveau.
de ma capacité à répondre à ce type de questions. Peut-être simplement de par mon expérience de conseil, c'est vrai que j'en discutais d'ailleurs avec un agriculteur qui est dans ce cas-là récemment et qui me disait qu'il avait fait une erreur au niveau de son contrat au départ. Donc c'est peut-être bien gérer le contrat de travail pour permettre d'avoir un cadre pour les heures sup plutôt que de laisser dériver les heures et puis au bout d'un temps de se rendre compte que le salarié finalement comme en ce moment sur cette exploitation, le salarié n'est pas présent parce qu'il récupère les heures pour pas avoir à les payer, quoi. Et du coup, le chef d'exploitation se retrouve tout seul à gérer tout le travail d'astreinte, et ce qui est assez embêtant. Donc, je pense qu'il faut effectivement bien arriver à planifier les heures et être assez réglo et le faire au fur et à mesure du temps qui passe, quoi. Ok, on a une autre question sur la polyvalence ou la spécialisation, sur quel état des lieux en élevage. Alors c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, hein, c'était effectivement le CASDAR, il a soulevé cette question. Il n'y avait pas vraiment de réponse tranchée, parce que la polyvalence, elle est intéressante en cas de remplacement d'associés quand il y a un problème de santé, par exemple, ou pour les week-ends, pour les vacances. Par contre, la spécialisation, elle a des intérêts, par exemple dans un collectif, que les gens se sentent plus à l'aise pour pouvoir gérer une tâche, plus investis dans leur travail, à gérer une tâche particulière. Par exemple, je m'occupe de la traite, je m'occupe du soin des animaux, je m'occupe des cultures. Voilà, le niveau de responsabilisation était quand même intéressant, était noté comme intéressant pour pouvoir être satisfait aussi de son travail. Voilà, donc c'est une question qui est pas forcément... Voilà, c'est à chacun de trouver finalement le bon équilibre pour que tout le monde s'y retrouve dans le collectif. Ok, on a encore deux questions qu'on n'a pas traitées, mais par rapport à l'avancée du temps, on peut peut-être... je sais pas si tu veux répondre en peu de temps aux deux autres questions et puis après passer à Marie-Christine. Ouais. Oui, parce que le temps passe là. Difficulté de management, quelle piste envisager pour accompagner les agris? Formation groupe de travail par territoire. Oui, alors effectivement, on peut peut-être juste dire que il y a effectivement possibilité de se former. Il y a des organismes aussi qui existent qui permettent d'accompagner comme chez nous dans le Jura, Soelis, et qui permettent justement d'amener de la formation, des contrats type, de pouvoir échanger pour accompagner au mieux les agriculteurs, les chefs d'exploitation qui doivent avoir recours au salariat. C'est vrai qu'on en aura, et on en a déjà beaucoup, on a vu cette évolution, et on en aura sans doute de plus en plus dans les années à venir, vu le défi de renouvellement des générations auquel il va falloir faire face dans les années à venir. Je propose peut-être qu'on s'arrête là au niveau des questions et qu'on passe à la suite du webinaire, parce qu'il y a encore 3 parties à traiter. Voilà, donc je vais passer la parole à Marie-Christine qui va vous présenter donc l'étude qui a été réalisée avec les étudiantes AgroSup. Marie-Christine, à toi la parole. Oui, bonjour, donc Marie-Christine Pioche, je suis conseillère d'entreprise à la Chambre d'agriculture de Haute-Saône. Donc je laisserai Frédéric et Audrey se représenter par la suite. Je vous présente donc l'étude qui a été réalisée par 3 étudiantes d'AgroSup Dijon sur 2019 et 2020, qui visait à caractériser le travail dans les exploitations laitières en grands troupeaux en Bourgogne-Franche-Comté, donc à la demande du groupe Caplet. L'objectif poursuivi à travers cette étude, c'était de définir les clés de réussite dans le cadre d'un agrandissement, pour avoir un agrandissement d'exploitation laitière réussi et une exploitation qui fonctionne bien en grand troupeau. Donc pour faire ce travail, les étudiantes ont réalisé des enquêtes sur 8 exploitations.
Et donc, elles ont enquêté 17 personnes sur ces 8 exploitations, donc 17 chefs d'exploitation sur les départements de Haute-Saône, Jura, Saône-et-Loire et Côte-d'Or. Les grandes caractéristiques de ces exploitations, donc on avait 7 GAEC et une SCEA, des structures qui allaient de 120 à 160 vaches laitières et de 200 à 450 hectares de SAU. Un peu plus d'autres éléments par rapport à la caractérisation de ces 8 exploitations. Donc, les étudiantes ont constaté 4 grandes périodes d'agrandissement. En 2001, suite à des mises aux normes de bâtiments d'élevage. En 2008 et 2012, autour d'une période de crise laitière. Et après 2014, avec la fin des quotas. Et en termes de trajectoire d'agrandissement, on a 4 exploitations où l'agrandissement s'est fait par palier, donc en lien généralement avec des évolutions des équipements. 3 exploitations où on était sur un agrandissement progressif et une exploitation en rupture, avec une rupture liée à une fusion de structures. Toujours pour caractériser l'échantillon, donc on vous a remis ici sur un graphique les collectifs de travail des 8 exploitations, donc on a appelé de AAH. On voit qu'on a jusqu'à 5 personnes et demie en termes de main-d'œuvre dans le collectif de travail. De 2 à 5 associés que vous avez en plus foncé en bas et de 0 à 2 salariés sur la partie du haut. En termes d'équipement de traite, sachant que c'est souvent la partie traite qui est problématique dans ces exploitations, on a 2 exploitations en robot, 2 exploitations avec un roto, 2 exploitations en traite par l'arrière et 2 en épi. Et sur ces 8 exploitations, sur les 6 qui ne sont pas aujourd'hui en robot, il y en a 4 qui sont en réflexion de projet robot. Maintenant, les étudiantes ont questionné sur les motivations à l'agrandissement dans ces exploitations. Et donc ce petit tableau récapitule les résultats de cette partie des enquêtes. Donc vous retrouvez de A à H nos 8 exploitations. Et pour chacune, quelles étaient les motivations initiales à l'agrandissement. Donc on retrouve les motivations économiques, donc pour une meilleure rentabilité, un meilleur revenu, une meilleure rémunération du travail. Des motivations liées à l'amélioration des conditions de travail à travers les équipements, permettre d'amortir un investissement dans un équipement sur un plus gros troupeau. Des améliorations des conditions de travail visant plus la main-d'œuvre en termes d'organisation du travail, de pénibilité du travail, de temps libre. Et un dernier point qui a été cité, qui est de rentabiliser des investissements qui là étaient déjà réalisés sur les exploitations, donc c'est plutôt de saturer des investissements existants. Et donc à travers les points, vous voyez pour chacune des exploitations quelles étaient les motivations, et vous voyez en rouge les exploitations A et C qui n'ont pas atteint ces objectifs initiaux à l'agrandissement. Notamment suite à des problèmes d'entente entre les associés et des problèmes de phasage des évolutions des infrastructures et du troupeau. Dans leurs enquêtes, les étudiantes avaient un volet qualitatif et un volet quantitatif. Donc ici, les enquêtes quantitatives qu'elles ont réalisées sur le temps de travail d'astreinte, donc avec une méthode qui se rapproche de ce qui a été utilisé dans le CASDAR.org présenté juste avant par Fred. Par une enquête rapide, elles ont identifié les temps consacrés à chacune des tâches journalières répétitives
que sont la traite, l'alimentation, la surveillance du troupeau, le paillage et les quelques autres tâches journalières. Donc, pas mal de variabilité au sein de ces 8 exploitations, puisque donc pour être comparables les unes aux autres, on a ramené ces temps de travail d'astreinte à un troupeau de 100 vaches. Donc, vous êtes sur le temps total consacré pour chacune des exploitations pour 100 vaches laitières par jour. Et donc, ce temps, il va de 8h,3 pour l'exploitation G à 18h,1 pour l'exploitation B. Donc, beaucoup de variabilité dans nos systèmes-là, sachant que les exploitations G et H sont celles qui sont équipées d'un robot de traite. Et elles ont constaté aussi des répartitions très inégales entre les associés au sein des collectifs de travail, puisque le temps par jour allait de 0 à 16 heures sur la traite. Donc 16 heures en total cumulé entre toutes les personnes intervenant sur ce volet-là. Une autre partie de l'enquête qualitative réalisée visait à connaître après coup l'analyse rétrospective de l'agrandissement dans les exploitations et que les exploitants citent les problèmes qu'ils ont rencontrés et qui n'avaient pas été anticipés. Donc, 3 problèmes principaux ont été cités, des problèmes au niveau sanitaire, donc pour 6 exploitations sur 8, des problèmes de mammites, des problèmes de boiterie, de cellules. Donc, c'est ce qui a été cité en premier. Ensuite, pour 3 exploitations sur 8, la lourdeur administrative liée à l'agrandissement, avec là derrière une augmentation du temps administratif lié aux plus gros troupeaux, mais aussi aux démarches administratives liées à des passages à des troupeaux à plus de 100 vaches avec les parties déclaration notamment donc à réaliser. Et puis tout ce qui est lié aussi à l'évolution de la structure sociétaire. Et le dernier point qui a été cité, c'était l'entente entre les associés, donc pour 2 exploitations sur 8 qui a posé problème. Pour une exploitation, elle a noté au contraire des bénéfices inattendus liés à l'amélioration de la situation économique de l'exploitation et à l'amélioration en termes d'organisation du travail. Donc, comme je vous l'avais dit au départ, l'objectif de cette étude, c'était de fournir des supports pour le conseil en élevage, et notamment donc des points de vigilance dans le cadre d'un accompagnement, d'un agrandissement d'un troupeau vers un grand troupeau. Et donc, voici un peu les conclusions de cette étude à ce niveau-là. Donc, le premier point qui a été souligné, c'est d'anticiper l'agrandissement, donc à différents niveaux. Tout d'abord au niveau des équipements, bâtiments et traites, c'est-à-dire de prendre suffisamment de temps pour avoir une vision à long terme du projet de l'exploitation et de ses besoins d'équipement. De bien tenir compte du phasage entre l'évolution du troupeau et l'évolution des équipements, bâtiments et traites. Dans la mesure du possible, de privilégier la réalisation du projet sur un site unique, parce que dans les enquêtes ont été cités des problèmes avec les riverains par rapport à des déplacements importants en tracteur entre les différents sites. Le dernier point, c'est de ne pas sous-estimer les tâches manuelles, donc des tâches qui pouvaient être réalisées de façon manuelle en initial sur un troupeau plus petit et qui vont peser sur un troupeau plus important, donc qui sont à raisonner aussi dans la phase d'équipement.
Le deuxième point à anticiper, c'est tout ce qui tourne autour du collectif de travail. Donc, on l'a vu, des problèmes entre associés. Donc, pour les prévenir, il est important de prendre un temps en préparation de l'agrandissement pour échanger, partager les objectifs à la fois techniques et personnels des différents associés. Il est important aussi de réfléchir à l'organisation du travail entre les personnes. Donc, je vais revenir dans le point suivant, mais bien tenir compte des affinités et des attentes de chacun pour que chacun se retrouve bien dans son collectif de travail. Et puis, ce qui a été aussi cité tout à l'heure dans le cas d'Art.org, c'est de se former au management dans le cadre d'embauche de salariés. Donc, c'est un point qui est rarement fait et anticipé et devant lequel les exploitants se trouvent souvent en difficulté. Et le dernier point à anticiper par rapport à l'agrandissement, c'est l'accroissement du troupeau, puisque suite aux enquêtes, les étudiantes ont pu souligner les problèmes liés à l'incorporation de troupeaux en achat plutôt qu'en croix interne. Donc favoriser de prévoir l'accroissement interne du troupeau. Le deuxième volet en termes de vigilance par rapport à ces agrandissements, c'est la question de la polyvalence des travailleurs sur l'atelier lait. Donc, on l'a déjà dit, hein, le point central, la problématique du travail dans ces exploitations-là, c'est la traite. Donc, on a deux options possibles, soit la spécialisation des associés, donc qui va être intéressante pour favoriser un bon suivi de l'atelier, une bonne maîtrise des tâches, mais à contrario, la polyvalence, elle, va permettre de faciliter le remplacement des associés entre eux, de rompre un petit peu la monotonie des tâches pour ne pas effectuer toujours la même chose, et la possibilité pour les associés d'acquérir de nouvelles compétences en faisant d'autres actions sur l'exploitation. Donc, il semble qu'en termes de bien-être des associés, la polyvalence soit un petit peu mise en avant, donc à travailler et à confirmer par rapport à la volonté et aux attentes des associés. Et en tout état de cause, ça nécessite, pour un bon fonctionnement dans le collectif du travail, de travailler à la transmission régulière des informations et donc de réfléchir aux supports qui conviennent à tout le monde et qui permettent d'obtenir une bonne information transversale du collectif de travail. Donc voilà sur cette partie de l'étude AgroSup. Donc je ne sais pas s'il y a eu des questions. Fred ? Bon, j'ai perdu Fred. Ça buguait un petit peu. Oui, déjà, effectivement, je me suis peut-être pas présenté. Moi, c'est Frédéric Desmarais de la Chambre du Jura. Voilà, hein, on est des 3 champs. Il y a une question, effectivement. On parle des salariés sur les exploitations pour répartir le travail. Ah, c'est pas vraiment une question. C'est Vincent Mamet, donc d'Eva Jura, qui nous... oui, on parle des salariés sur les exploitations pour répartir le travail. Je ne sais pas si Vincent, tu peux préciser ? Oui, enfin... Après, moi, si je comprends bien, dans ce que je viens de présenter là, en termes d'organisation du travail, j'étais plutôt à l'échelle des associés, hein, en termes d'anticipation, d'organisation entre les associés. Après... effectivement, si dans le collectif de travail, il y a gérer des salariés, il y a des questions autres en termes de management à aborder. Voilà, donc peut-être la précision, c'était est-ce qu'il y avait une délégation de tâches ? Est-ce que la délégation de tâches pouvait être une piste ?
Est-ce que la délégation de tâches peut être une piste par rapport à la répartition du travail? Par rapport au salariat, le fait peut-être de déléguer à du salariat. Ouais, j'ai un petit peu du mal à voir le fond de la question, je suis désolée. Je sais pas, Fred, si tu vois délégation de tâches à d'autres. Bah, peut-être délégation de tâches par rapport aux salariés. C'était un petit peu la question de tout à l'heure entre est-ce que on est spécialisé ou polyvalent, peut-être? Je sais pas. Attendez, il y a d'autres questions. Par exemple, ça pourrait être de supprimer la traite. Manuelle et de passer en robotisation. Voilà, ça peut être déléguer les travaux Idéal, je sais pas, semble idéal peut-être par rapport au temps de travail qu'on a vu sur le graphique. Après, il faut voir. Donc là, on est ramené à 100 vaches et c'est le temps d'astreinte total. Donc, il faut voir ramener à la main-d'œuvre présente sur l'exploitation. Déléguer des travaux à des ETA. Donc ça peut permettre, oui, de libérer donc le fait de déléguer des travaux ETA liés aux cultures plutôt généralement permet de libérer du temps des associés sur l'atelier lait. Ça peut être une solution. Après, ça n'a pas été évoqué là dans les enquêtes réalisées. Il y a une autre question autrement sur l'impact du type d'agrandissement que tu as présenté, hein. Donc soit progressif, soit plutôt en rupture, sur les résultats de l'impact de l'enquête. Est-ce que par exemple l'exploitation... Alors, les étudiantes n'ont pas réussi, donc l'échantillon est petit, hein, mais elles ont pas, c'est pas quelque chose qui est tracé, le fait d'avoir un agrandissement réussi ou pas, qu'on soit en progressif ou par palier. Il y a pas, c'est pas quelque chose qui, c'est pas une condition de la réussite de l'agrandissement, en tout cas. C'était peut-être un point de vigilance. Oui. Il n'y a plus l'air d'avoir de questions. Je vois l'heure. Oui, on va peut-être donner la parole à Audrey. Et puis, on verra s'il reste du temps à la fin pour reprendre des questions. Bonjour, oui, donc moi c'est Audrey Lardereau, je suis conseillère d'entreprise à la Chambre d'Haut Territoire de Belfort. Et je vais vous présenter l'enquête travail sur le travail d'astreinte et les équipements qui a été réalisée dans le cadre de Inosis, réseau d'élevage, donc qui est un réseau notamment entre les chambres d'agriculture et l'IDEL, qui a vocation à créer des références par système pour voilà, puis en suivant des fermes au niveau pluriannuel, voilà. Donc, c'est une étude sur le travail d'astreinte et les équipements d'élevage qui a été réalisée sur 17 fermes du réseau en Franche-Comté en 2020. Pour la description des fermes qui explique aussi certains résultats, il y a 13 fermes en lait AOP, donc sur le Doubs et le Jura, 2 fermes en lait standard en Haute-Saône et 2 fermes en lait standard robot aussi en Haute-Saône. Juste avant d'aller un petit peu plus précisément sur l'enquête, présenter un petit peu le réseau. Donc, le réseau, c'est 21 fermes suivies en Franche-Comté. Donc, il y en a 9 dans le Doubs, 8 dans le Jura et 4 en Haute-Saône. Celle du Doubs et du Jura, donc essentiellement, exclusivement d'ailleurs en lait AOP, en comptant 2 bio. Et en Haute-Saône, c'est 4 exploitations en polyculture élevage en lait conventionnel. Voilà, il y a la récolte des données chaque année avec une restitution individuelle et puis une restitution également collective. Et chaque année, on fait aussi on essaie de faire une enquête thématique. Donc l'année dernière, c'était sur le travail d'astreinte qu'on vous présente tout de suite. Donc en général, on présente d'abord au niveau général et puis après on va plus spécifiquement sur par grande
par grands éléments. Donc là, ce qui est ressorti au niveau de la répartition du travail d'astreinte, c'est que la traite représente la moitié à peu près du travail d'astreinte, donc 43% en moyenne sur les 17 exploitations. Ensuite, qui arrive en deuxième, c'est l'alimentation, donc que ce soit pour les vaches laitières ou pour les autres bovins, donc qui représente à peu près un quart du travail d'astreinte. Et ensuite, les soins au troupeau et le raclage-paillage, à peu près autour de 10%. La gestion du pâturage, 5%. Et autres, c'est essentiellement le travail administratif. Ce qu'on voit aussi, ce qui va ressortir tout au long des résultats, c'est une grosse variabilité donc, entre les exploitations. Ce qui fait qu'on a en fait souvent ramené un troupeau de 50 vaches pour pouvoir comparer les exploitations entre elles de manière plus, voilà, que ça ait plus de sens, parce que les exploitations avaient quand même ce sont des systèmes assez différents et des structures assez différentes. Mais au niveau du travail d'astreinte, on remarque des écarts qui vont du simple au triple, donc de à peu près 4 heures à plus de 12 heures par jour pour un troupeau ramené à 50 vaches. Donc voilà, avec des grosses disparités. Dans cette enquête, on a dissocié le travail d'astreinte par période. Donc il y a 2 périodes qui ressortent, c'est la période hivernale et estivale, notamment liée au pâturage. Donc ce qu'on remarque, c'est une différence à peu près de 1h10 entre la période estivale et hivernale. Le temps de traite est à peu près le même. Ce qui bouge, c'est essentiellement l'alimentation, que ce soit pour les vaches ou pour les génisses, qui diminue l'été, les soins en général qui augmentent, le raclage qui diminue, et puis plus de temps aussi pour la gestion du pâturage, et notamment aussi de l'eau. Donc là, on a une slide sur le travail d'astreinte total en heures pour 1000 litres en fonction du volume de lait. Donc là, c'est assez, voilà, c'est un résultat qui est assez clair, c'est que le travail d'astreinte pour 1000 litres, il diminue avec l'augmentation du volume produit. Donc c'est assez logique. En général, c'est une économie d'échelle. Le travail d'astreinte, il réduit avec le volume de litres produits. Donc autour à peu près de 11 heures par 11 heures pour 1000 litres pour des exploitations de moins de 350 000 litres et à peu près un petit peu plus de 6 heures pour les exploitations de plus de 500 000 litres. Là, c'est la courbe aussi qui parle du travail d'astreinte en fonction du nombre total d'UGB, avec des répartitions par couleur au niveau des systèmes. Donc les rouges, c'est les laits AOP, les jaunes, les laits standards, et puis les bleus, les laits standards robots. Donc ce qu'on remarque là sur ce graphique-là, c'est vraiment une dispersion plus importante des petites structures en termes de disparité en temps de travail que sur les grandes cultures. Donc la dispersion, elle peut aller pour les exploitations en nombre d'UGB lait à peu près à 70 UGB. Ça va de 20 heures par UGB à peu près 65 heures. Donc c'est là où on voit la plus grosse variation. C'est vraiment au niveau des plus petites structures. Pour la rémunération permise au 1000 litres et le travail d'astreinte, c'est un petit peu la même chose. Il y a quand même une grande variabilité. Après, les systèmes en lait standard sont un petit peu plus regroupés. C'est notamment lié à au prix du lait. Donc voilà, qui fait que la rémunération permise au 1000 litres est quand même plus basse que sur les systèmes AOP. Sinon c'est un petit peu comme la slide d'avant. C'est une grande variabilité des systèmes. Avec ce qu'on peut dire, c'est que la rapidité du travail d'astreinte, elle n'est pas contradictoire avec une bonne rémunération du travail, et que pour un même temps de travail d'astreinte en heures pour 1000 litres, on a une rémunération permise qui est très très variable et qui est liée aussi au niveau d'équipement. Donc on verra par la suite. Donc là, on zoome sur certains éléments, donc en commençant par le poste de traite.
Donc là, voilà, ce qui ressort, c'est le système robot, donc avec un temps consacré à la traite qui est particulièrement réduit, donc avec 22 minutes par jour par UMO. Mais on remarque aussi un report assez conséquent sur le temps de surveillance et de soins au troupeau. Ensuite, pour les systèmes hors robot, ce qui est encore marquant, c'est la grande variabilité d'heures par UMO par jour. Donc ça va de 1 heure à peu près à 5 heures. Donc voilà, qui montre encore une grande variabilité au sein des exploitations. Et qui montre que, au-delà de l'équipement, c'est l'organisation de la traite elle-même qui est un facteur déterminant et qui explique cette grande variabilité entre les systèmes. Au niveau de la rémunération permise au 1000 litres, là, voilà, c'est un élément qui a été mentionné par rapport à l'enquête. On ne peut pas vraiment en faire de conclusion parce qu'on mélange des systèmes assez différents. Donc forcément, pour les systèmes avec plus de 5 vaches par poste, la rémunération permise au 1000 litres est beaucoup plus faible que les systèmes à moins de 5 vaches ou égal à 5 vaches par poste, parce que c'est lié essentiellement au prix du lait. Donc voilà, avec des prix du lait différents comme ils sont aujourd'hui, c'est difficile de tirer une conclusion là-dessus. Mais vraiment, la traite, pour cette slide, c'est vraiment ce qu'on peut ressortir, c'est encore une grande variabilité des systèmes qui dépend plus de l'organisation que de l'équipement. Par rapport à la traite en fonction de l'équipement, donc là on a différencié en fonction de l'équipement, donc avec les systèmes en épi, en traite par l'arrière, en tandem ou en lactoduc. C'est essentiellement des systèmes donc en épi, ce qu'on voit en bleu, qui sont pour certains regroupés, mais c'est quand même un petit peu éclaté. Enfin, les points sont quand même assez dispersés. Donc voilà, c'est toujours une grande variabilité qui ressort quel que soit le type d'équipement. Après, pour les systèmes en verre, donc en lactoduc et en tandem, voilà, les comparaisons sont plus difficiles comme on n'a qu'un seul point. Mais globalement, c'est toujours une variabilité assez importante. Sachant que là, du coup, on n'a pas inclus les systèmes robots. Si on zoome maintenant sur l'alimentation, ce qui ressort c'est naturellement, c'est que les systèmes avec DAC ont un travail d'astreinte en heures par jour ramené à 50 vaches à peu près autour d'une demi-heure et à peu près 1 heure de plus pour les systèmes sans DAC. Donc voilà, avec un gain de temps lié à l'installation du DAC. Donc, ce que j'ai mis en dessous, c'est que les éleveurs du groupe, ils consacrent en moyenne à peu près 2h30 à l'alimentation du troupeau, avec une répartition égale entre les vaches laitières et les autres bovins. Toujours au sein de ces échantillons, même entre les exploitations qui ont des DAC et qui n'ont pas de DAC, une grande variabilité du temps dédié à l'alimentation, qui est peu lié au nombre d'animaux, mais qui est expliqué davantage par le niveau d'équipement, donc notamment DAC ou mélangeuse. Et on a remarqué aussi que les DAC étaient des équipements qui étaient plus présents sur les structures de grande taille. Au niveau du séchage en grange, donc lié à l'alimentation, c'est pareil, une grande variabilité des exploitations qui dépend de l'organisation de cette tâche et de la disposition du stockage par rapport à la crèche. Mais globalement, la présence du séchage solaire vrac, elle rallonge le temps d'alimentation. Donc c'est ce qu'on voit sur le graphique avec à peu près un petit peu plus d'1 heure par jour dédiée à l'alimentation des vaches pour les systèmes avec séchage, contre à peu près 0,8 heures pour les systèmes sans séchage. Si on a lié aussi avec les investissements derrière, c'est des investissements qui sont des investissements très importants. Donc voilà, la conclusion, c'est globalement qu'il y a une nécessité de rentabiliser cet investissement qui est à la fois un investissement important et qui rallonge le temps dédié à l'alimentation par une meilleure valorisation des fourrages et une baisse du coût alimentaire, donc en valorisant notamment davantage la ration de base.
Ensuite, au niveau du raclage, paillage, on a mis à peu près les temps de travail d'astreinte, donc en fonction du niveau d'équipement, donc à peu près 48 minutes pour les exploitations qui n'ont aucun équipement, 30 minutes pour les exploitations qui ont un racleur automatique et une pailleuse, un peu plus de 50 minutes pour ceux qui ont uniquement une pailleuse et 36 pour ceux qui ont un racleur automatique. Donc là, ce qui ressort, c'est que le travail d'astreinte dédié au raclage et au paillage, il est dépendant du nombre d'animaux, donc qui est notamment lié à la taille du bâtiment, mais surtout au matériel utilisé. Et ce qui ressort également, c'est que l'autonomisation du raclage permet un gain de temps significatif qui est plus important que l'autonomisation du paillage, qui est plus confortable, mais qui ne permet pas forcément un gain de temps significatif, même peu significatif. Et puis voilà, ce qui ressort également, c'est que la combinaison entre le racleur automatique et la pailleuse, c'est celle qui réduit le plus le temps dédié à cette tâche. Ensuite, on a croisé le travail d'astreinte en fonction du type de bâtiment. Donc, comme on l'a mentionné précédemment, le travail d'astreinte, il est lié à la simplification des tâches, donc il dépend de la conception et du type de logement. Donc, ce qu'on voit, c'est que le travail d'astreinte en heures par UGB par an, il est assez important pour les aires paillées, autour de 50 heures. Également pour les stabilisations entravées, autour de 40 heures. Et que les systèmes en logette, donc que ce soit lisier, fumier ou caillebotis, sont beaucoup moins consommateurs en temps. Voilà pour cette partie-là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, tout d'abord, je souligne l'Institut de l'élevage à travers le chat. Là, vous avez le lien vers la publication des résultats de cette étude-là. Sous forme de plaquettes, comme ça, oui, c'est vrai. Voilà, qui est sur le site de l'Institut de l'élevage. Et puis, une petite question ou remarque de Pierre-Emmanuel. Avec les nouveaux outils connectés, montres, smartphones, est-ce que l'on pourrait voir se développer des applications qui enregistrent le temps de travail? Audrey? Je suis pas au courant. Je crois il me semble qu'il y a des choses qui commencent à exister. Il me semble. Ce serait pas étonnant par rapport à au développement de ce genre d'outils connectés et c'est quelque chose d'assez dans l'air du temps. Après, moi, je suis pas au courant spécialement d'un outil précis, mais ça m'étonnerait pas que ce soit quelque chose de déjà développé. Après, moi, je connais pas forcément d'exploitation sur lesquelles c'est utilisé. Voilà. Ouais. Pierre-Emmanuel me dit qu'il y a quelques outils qui sont en train d'être développés dans ce sens-là. Optimise, par exemple. Validé. Le temps avançant, on va conclure avec ces deux dernières diapos qui vous présentent des outils pour les conseillers, mais aussi pour les éleveurs. Tout d'abord, une calculette travail développée par l'APCA, donc les chambres d'agriculture au niveau national, qui permet une approche quantitative du travail. Donc les chambres d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté vont être équipées de cet outil normalement à partir de mars 2021. C'est un outil qui permet une estimation du temps de travail dans les exploitations de tout type de production, hein, pas que en lait, une estimation en rythme de croisière. On rentre les informations sur la structure de la cellule de travail, sur la structure en termes de production sur l'exploitation, et il y a des références embarquées dans l'outil qui permettent de chiffrer le temps de travail global à l'année, le temps mensuel, comme vous avez sur l'exemple du graphique là.
Et donc, il y a deux entrées. Une entrée éleveur, on peut donner un accès à un éleveur pour qu'il fasse une simulation, et une entrée conseillée qu'on aura nous, qui est plus fine. Et donc un outil qui pourra être utilisé très, très prochainement dans le conseil et dans les études prévisionnelles. Et un second outil qui est Déclic Travail. Donc c'est un site web développé par IDEL qui permet là une approche plus qualitative. Donc vous avez ici l'adresse internet, déclictravail.fr. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Et donc sur ce site, vous pouvez trouver des fiches références. Donc il y a une 60aine de fiches solutions travail autour de 6 thématiques: l'organisation, la simplification du système, l'aménagement des bâtiments, le matériel, la main-d'œuvre, le travail administratif, la transformation et la commercialisation. Donc une 60aine de fiches actualisées. Il y a également 80 trucs et astuces autour des différentes thématiques. Et sur ce site aussi, on trouve les coordonnées d'une 100aine d'experts répertoriés autour de cette problématique travail dans les différents départements. Donc il y a un accès agriculteur. Alors je vais vous montrer tout de suite. Si j'y arrive. Voilà, donc ici le site. J'espère que je partage bien mon écran. Donc une entrée pour les éleveurs avec une enquête sur où ils peuvent faire le point autour de la problématique travail, et dans la conclusion de l'enquête, dans la synthèse, on leur donnera des pistes pour aller chercher des fiches solutions qui répondent à leurs questionnements. Et donc ces fiches solutions, je vais vous en montrer un exemple. Si on regarde sur la filière bovin-lait, avec des questions autour de l'astreinte, et qu'on recherche des fiches autour de l'organisation, de la simplification du système, mince, on ne trouve plus, la traite, voilà. Donc, on cherche comme ça. Et donc, vous avez voilà, 4 fiches qui répondent à cette question. Ici, par exemple, comment choisir entre un associé, un salarié et un robot de traite. Et donc, vous avez une fiche autour de cette question-là qui va vous présenter les intérêts, les limites, et comment faire, et aussi des renvois pour aller plus loin. Donc voilà pour un exemple. Donc je vous laisse aller visiter par vous-même, et donc vous pouvez inviter des éleveurs sur ce site s'ils veulent faire le point sur leur travail, s'ils ont des questionnements. Ils trouveront peut-être à travers les fiches solutions des réponses, et à travers les contacts, des contacts sur les départements pour aller plus loin sur cette question. Donc voilà, nous avons fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter.